chers amis, je suis content de vous retrouver aussi vite. J'ai, à la suite de la dernière vidéo où je rends hommage au père Jaime Bulatao, plus connu sous le nom de Father Bull, je me suis dit que l'Asie m'avait mis en face d'un autre grand esprit, de celui-là qui avait vécu au XIIIe siècle, de la façon la plus inattendue et suite à mes deux voyages que j'ai faits en Turquie en 2010 et 2011. Les circonstances même de ces deux voyages sont un petit peu surprenantes et je pensais que ça valait la peine de reparler de ça et naturellement aussi de ce maître spirituel soufi qu'on connaît plus dans le milieu anglo-saxon bizarrement et qu'on appelle Rumi, R-U-M-I. La racine de ce nom vient du fait que il était étranger, il a donc vécu toute sa vie en Turquie, mais il était d'origine afghane. Et c'était un Roumi, un étranger, alors on l'a fini par l'appeler Roumi, mais on l'appelle aussi plus fréquemment dans les milieux soufis et musulmans Mevlana. Et son vrai nom, je vais devoir le lire parce que c'est assez compliqué, est donc Jalal ad-Din Rumi. Et il est né à Balkh, dans une région qu'on appelait autrefois le Khorasan, et qui est aujourd'hui en Afghanistan. Et si vous voulez savoir, il est né le 30 septembre 1207, et il est mort à Konya, en Turquie, le 17. Donc, il est né le 30 septembre 1207 et mort à Konya le 17 décembre 1273. Donc, il a vécu au XIIIe siècle. Et comment je suis arrivé à le découvrir? C'est assez surprenant. En 2010, mon défunt ami Bernard Huyghe, qui a été lâchement assassiné il y a quelques mois, m'avait dit, mais si tu cherches un endroit pour des vacances, pourquoi tu ne regarderais pas sur le site d'une certaine compagnie de voyage belge? Et j'avais fait ça, puis j'avais trouvé un voyage à Antalya. Et j'avais choisi de vivre dans une maison ottomane dans la vieille ville d'Antalya. Ce qu'évidemment personne ne faisait, où tout le monde allait s'entasser dans des hôtels modernes à la périphérie d'Antalya, d'où ils sortaient presque pas parce qu'ils passaient leur temps à s'empiffrer et à user des facilités de l'hôtel sur place. Ce que j'ai malheureusement fait l'année suivante. Mais revenons à mon premier séjour. J'avoue que dans cette maison ottomane, j'étais bien. Enfin, il y avait des meubles de style, des tapis. Vraiment, j'étais extrêmement bien. Les hôteliers étaient des gens très raffinés, qui me traitaient avec une infinie courtoisie. Et la nourriture que je prenais en semi-pension était tout à fait décente. Mais voilà, je la prenais en semi-pension, ce qui fait que il y avait toujours un repas, qui est le repas de midi, que je ne prenais pas à l'hôtel. Et j'avais repéré une sorte de buis pour étudiants, enfin, où ils vendaient un spaghetti pour 4 livres turcs. Et la perspective de manger ça m'avait plu. Certains diront parce que je suis radin, d'autres diront parce que je voulais regarder les belles étudiantes qui venaient là. En tout cas,
moi, je pensais que c'était une expérience intéressante à vivre. Et le spaghetti, finalement, était acceptable. Et donc, j'étais allé là. Et puis, il y avait effectivement un groupe d'étudiants et à un moment donné, ils sont partis et j'étais presque seul dans ce restaurant. Il faut dire vite, c'était un peu plus qu'une cabane, c'était en dur, mais très sombre, des petites fenêtres et tout ça. Et sur le mur qui faisait face à ma table, je vois une sorte de carte postale punaisée contre le mur, ou sur le mur, et je me suis approché, et c'était les 7 conseils de Rumi ou les 7 conseils de Mevlana. Je vais vous lire ces 7 conseils dans une traduction française, évidemment, et vous allez peut-être réagir comme je l'ai fait, en devenant extrêmement ému et troublé. 1. Sois comme l'eau courante pour la générosité et l'assistance. Sois comme le soleil pour l'affection et la miséricorde. Sois comme la nuit pour la couverture des défauts d'autrui. Sois comme la mort pour la colère et la nervosité. Sois comme la terre pour la modestie et l'humilité. Sois comme la mer pour la tolérance. Enfin, ou bien parais tel que tu es, ou bien sois tel que tu parais. Je ne sais pas si on peut le voir. Non, ça ne sort pas bien comme ça. Voilà, ce sont les conseils de Mevlana. Et à la lecture de ça, je suis devenu extrêmement ému et troublé. Il y en avait notamment le dernier conseil, ou bien parais tel que tu es, ou bien sois tel que tu parais. Si vous allez sur mon site internet, vous verrez une phrase à peu près équivalente de mon cru. Et j'ai toujours trouvé que c'était extrêmement important, ça. Et puis, en 2010, les attentats terroristes commençaient et ça donnait tout un sens au 6e conseil, soit comme la mer pour la tolérance. Et là, nous sommes dans une période où cette tolérance est bafouée au pied par nombre de chefs d'État et nombre de nations. On n'entrera pas dans le détail ici, ce n'est pas mon propos de faire de la géopolitique, mais ce 6e précepte m'avait bien touché lui aussi. Et me voilà donc avec dans la tête ce nouveau nom, Rumi. Je ne savais pas encore qu'on l'appelait aussi Mevlana. Et alors, le Turc ne me paraissait pas grand érudit à ce sujet-là, mais on m'a finalement orienté vers une librairie qui malheureusement éditait des livres en turc. Enfin, malheureusement pour moi, parce que je ne parle pas je ne lis pas le turc. Mais le libraire parlait anglais et il m'a un petit peu expliqué que Rumi était un immense poète mystique soufi et qu'il vendait naturellement ses œuvres complètes et tout ça, qui, soit dit en passant, sont énormes. Le Masnaoui, qui est une de ses œuvres principales, fait 50 000 vers, enfin, c'est prodigieux. Il a plusieurs ouvrages de ce calibre-là. Et je dois dire que
j'ai commencé à rechercher déjà à Antalya, mais en Antalya, je n'ai à peu près rien trouvé, peut-être une petite monographie en anglais, et puis quand je suis rentré au Canada, j'ai cherché des livres de Rumi et j'en ai trouvé dans les deux langues, évidemment, en anglais et en français. Et puis, ça m'a donné envie de retourner en Turquie. J'y avais déjà été une première fois quand mon fils avait 1 an avec sa mère. On a fait une croisière qui avait été différents sites en Turquie, dont Éphèse, Istanbul, Troyes, enfin, nous avions visité quelques sites qui étaient fort intéressants d'ailleurs. Mais à l'époque, je n'avais pas eu la chance de tomber sur Rumi ni ses fameux poèmes. Me voilà donc avec le désir de retourner en Turquie et cette fois, j'avais envie d'aller à Konya, voir sa tombe. Et il faut quand même que je précise que en 2011, j'étais à 1 an du remplacement de mes 2 hanches par des prothèses et que je tenais, faut-il le dire, à peine debout et que c'était pour moi extrêmement compliqué. Il a fallu toute ma volonté pour faire la moindre excursion. Et j'avais choisi, pour essayer de me reposer, un de ces hôtels en banlieue d'Antalya. Et mal m'en a pris parce que c'était un hôtel très mal conçu, infect, où on ne jetait pas le buffet de la veille, on le servait le lendemain. Tout le monde avait des problèmes gastriques. Il y avait une piscine d'eau chaude, mais qui devait être un bouillon de culture abominable. J'ai attrapé le zona. Enfin, ce sont que des mauvais souvenirs. Quand on ouvrait la moindre porte, il y avait des courants d'air froid dans le hall d'entrée. Croyez-moi, en hiver, même en Antalya, c'est pas si chaud que ça. Hein. Et je m'étais dit, eh bien voilà, c'est un coup dans l'eau, j'ai mal choisi mes vacances, j'ai dû retourner à la maison ottomane en pleine ville d'Antalya, j'aurais été bien mieux. Et puis, la compagnie de tourisme, qui est dirigée par des Flamands, est venue à l'hôtel et le type est venu me voir et il m'a dit, est-ce que vous n'aviez pas parlé que vous vouliez voir la Cappadoce et Konya et tout ça? Je dis oui. Eh bien, il dit, écoutez, c'est un peu miraculeux, il y a un couple de Belges, mais ce sont des Flamands, me dit-il, qui vient de Belgique exprès, ils ont loué un minibus et il y aurait une place pour vous. Oh, je dis, je la prends tout de suite, c'était une excursion de plusieurs jours, plusieurs nuits. Et on ne s'est pas limité à visiter la Cappadoce ou Konya, mais sur le chemin, il y avait des mosquées, des caravansérails, enfin, c'était extrêmement intéressant. On passait par les monts Taurus qui étaient couverts de neige, où il y avait des cyprès, le seul cyprès, excusez-moi, des cèdres. Donc, je n'ai pas été au Liban, donc je n'ai pas vu les cèdres du Liban, mais j'ai vu un de ces cèdres-là dans les monts Taurus. Euh, donc en revenant de Konya. Et donc nous voyagions à 5, il y avait le chauffeur, un accompagnateur qui était extrêmement compétent, et le couple de Flamands et moi. Par chance, ces Flamands-là faisaient l'effort d'utiliser le français avec moi et tout ça. Et moi, ben, j'essaie de me souvenir de ce qui me reste de néerlandais. Et on s'est extrêmement bien entendu. On n'a absolument pas eu à soulever les questions linguistiques classiques
entre nous. C'était très, très, très sympathique. Le guide était un petit peu hyper nationaliste comme ça, très partisan d'Erdogan. Sur le coup, il m'avait paru un petit peu, comment dire, radical, hein, comme s'il souhaitait que la Turquie devienne le maître du monde. Et euh, pour moi, c'était déjà bien assez qu'elle sorte de la misère et c'est tout ce que je lui souhaite encore. Et par contre, il connaissait extrêmement bien l'histoire de son pays, et pas seulement la partie musulmane à partir de la conquête de Seljouki, mais toute la partie chrétienne qui précède l'islamisation de la Turquie, enfin qu'on appelait à l'époque pas la Turquie évidemment, on va dire l'Anatolie, mais qui dans l'Antiquité on appelait ça le Pont-Euxin, allez savoir pourquoi. Et nous avons fait ce voyage et on s'est d'abord arrêté dans une magnifique mosquée qui était tout en bois et où nous étions bienvenus d'entrer à condition d'enlever nos chaussures évidemment. Mais je me rappelais qu'en Tunisie en 2007, chaussures ou pas, un blanc comme moi ne pouvait pas entrer dans les mosquées ni à Kérouan, ni à Tunis, ni nulle part. Et là, je dois dire que j'ai vu des merveilles dans cette mosquée. Vous allez d'ailleurs les voir en même temps que je vous en parle, puisque, comme d'habitude, j'ai des photos à vous montrer. Et puis, nous avons repris la route jusqu'à un hôtel qui était déjà assez bien enfoncé dans la Cappadoce. Et le lendemain matin, il y avait une visite prévue dans des grottes, une sorte d'habitation troglodyte, mais pas les cheminées de fées, là, une sorte de réseau de tunnels, mais fort anciens. Et le guide m'a dit, je ne pense pas que vous allez être capable de visiter ça. Mais il m'a dit, donnez-moi votre appareil de photo et je ferai des photos pour vous. Et je vous en montrerai une ou deux qui sont sorties de mon appareil de photo, mais que je n'ai pas vu moi-même, étant donné la difficulté de ce parcours pour le handicap qui était le mien. Mais je m'étais dit, je ne veux pas que ça se reproduise. Et après ça, nous sommes arrivés sur le site inouï des cheminées des fées qui s'étend à perte de vue comme ça. C'est tout à fait prodigieux. Normalement, il faudrait le visiter en montgolfière. D'ailleurs, vous verrez une photo, on voit une montgolfière, mais mon voyage, malheureusement, n'avait pas prévu ça. Je ne sais pas si j'aurais pu me réceptionner sur le sol à partir d'une montgolfière. Enfin, peut-être c'était au-dessus de mes forces, mais à part ça, j'ai fait tout ce que tous les touristes faisaient. Et je dois dire que le guide, tout radical qu'il soit, m'a offert un bras solide sur lequel je me suis appuyé. J'ai grimpé des escaliers dans des églises troglodytes chrétiennes qui remontaient au 7e siècle. C'était prodigieux. Et sans doute, mon discours est auréolé des photos de cette période-là. Et le lendemain, nous sommes allés à Konya. Et là, alors, le mausolée qui a été construit pour Rumi est immense. Il est dominé par une tour verte du plus bel effet. Malheureusement, la salle où se trouve son sarcophage, qui est recouvert d'un brocart
de fils d'or et tout ça, ne peut pas être photographié. Je n'ai pas de photos à vous montrer, en tout cas pas des miennes. Et il y avait néanmoins euh, autour de ce mausolée des locaux où on voit les adeptes du mouvement que Rumi avait fondé, vivre leur vie de tous les jours. Car il faut dire que Rumi a fondé l'ordre des derviches tourneurs. Donc ce sont ces moines avec de hauts chapeaux coniques, bruns, et vêtus de robes blanches immaculées, et qui tournent en pivotant sur eux-mêmes jusqu'à l'extase, en, en tournant une main vers le ciel et l'autre vers le sol, comme ça. Et il y a aussi des musiciens qui accompagnent ces, ces exercices spirituels, qui jouent d'une flûte, la flûte naï, et j'ai connu un tel flûtiste, j'aurai sans doute l'occasion de vous montrer des photos de ce monsieur. C'est une flûte traversière, mais on ne joue pas comme ça, mais plutôt verticalement. Mais elle est quand même, ce n'est pas une flûte à bec, c'est une flûte traversière, mais qui est jouée presque à la verticale, comme ça, et qui s'appelle la flûte naï. Et puis, enfin, il y a toutes sortes de jardins, de courettes, qui sont tous plus élégants les unes que les autres. C'est un ensemble architectural tout à fait formidable. Et je ne saurais assez recommander d'aller visiter cela. Il y a aussi une salle où se trouve le sarcophage de Shams. Son nom complet est Shams ed-Din Tabrizi, que Rumi a rencontré à Konya en 1244. Et ça a été un coup de foudre absolu. Il a vécu une véritable passion, mais intégrale pour cet homme. Spirituelle, parce que c'était un grand sage, et aussi amoureuse. Il a quitté femme et enfant pour vivre avec Shams pendant plus de 2 ans, alors qu'à l'époque, Rumi avait déjà des disciples qui sont devenus extrêmement jaloux et qui ont obligé Rumi à chasser Shams de Konya. Et puis, en fin de compte, ce Shams a été assassiné. Semblerait-il que c'est un des fils de Rumi qui aurait tué par jalousie donc le grand amour de son père. Voilà, à part ça, que dire encore de Rumi? Il faut lire les... Figurez-vous qu'il existe dans l'iPhone de petites applications qui vous donnent tous les jours une citation de... Voilà, j'en prends une au hasard. C'est pas toujours facile à traduire. Je vais essayer de vous traduire celle-ci. Dans ton âme, une âme doit résider. Va, cherche-la.
dans ta montagne, il y a une mine, recherche-la pour ton profit. Le soufi part pour sa quête comme il le doit. Si tu ne peux pas le faire, ne le recherche pas lui, à part de tout ce qui concerne ton cœur. C'est un petit peu énigmatique et sûrement très mal traduit. Je vois s'il n'y en a pas. J'ai deux applications qui donnent des citations de Rumi et qui ne sont pas en anglais littéraire. Celle-ci. Les gens veulent que vous soyez heureux. Donc, ne vous ménagez, ne vous occupez pas de leur servir votre peine. Si vous pouviez délier vos ailes et vous délivrer de la jalousie, vous et chacun de vous autour de vous volerez comme des pigeons. Voilà, il y a, vous comprenez, des centaines de milliers de vers. Je ne vais pas vous assommer avec des textes à n'en pas finir, mais je ne sais pas si j'arrive à vous persuader de la grandeur de ce poète et de la profondeur de ses vues spirituelles. Il est pour moi, mais c'est un peu la marque du soufisme, de fusionner la réalisation spirituelle à la passion amoureuse. Dans le christianisme, il y a eu Sainte Thérèse d'Avila qui a fait ça, et peut-être Saint Jean de la Croix aussi. Souvenez-vous de, ça doit être dans une de mes autres vidéos, le groupe de Bernini à l'église Sainte-Marie de la Victoire à Rome, où Sainte Thérèse d'Avila est transpercée par une flèche provenant d'un ange devant une assistance médusée qui est dans des loges de théâtre. C'est assez étonnant. Et eh bien, Rumi est de cette veine-là, c'est-à-dire c'est la réalisation spirituelle, la façon la plus explosive qui soit, avec des prises de risque maximum, de tout lâcher, d'avoir une confiance absolue. Et naturellement, lui a vécu comme ça. Il a vécu 66 ans. Au XIIIe siècle, c'était sûrement un bel âge, mais il a vécu tout le temps, je dirais, sur la crête de la vague, quoi. Et ça, c'est formidable. Croyez-moi, moi qui vous parle maintenant d'une résidence locative pour personnes âgées, je peux vous dire que ce n'est pas la crête de la vague et que si j'avais un millionième du courage que Rumi a eu pour mener sa vie, je ne serais peut-être pas ici. Mais je ne veux pas terminer sur une note pessimiste. Je souhaite à vous tous d'être inondés par la lumière qui se dégage de l'œuvre de Rumi, persuadé qu'elle vous fera du bien. Voilà. À une de ces prochaines causeries.